Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des constructeurs de maisons individuelles. Nous conseillons tous les entrepreneurs engagés qui se lancent dans la construction de maisons ou qui le sont déjà. Un métier passionnant pour donner un sens à votre vie professionnelle. Je suis David Costarigo, le créateur et animateur de ce podcast. Je vais échanger aujourd'hui avec des spécialistes du call tracking. Alors nous allons effectivement aujourd'hui parler du call tracking avec la société Magnetis qu'on a souhaité inviter étant donné que c'est des spécialistes du call tracking et notamment dans l'immobilier. Donc nous avons aujourd'hui Erwan et Anaïs. Alors je vais commencer par vous laisser vous présenter tous les deux. Oui, merci David pour l'invitation. Erwan, du coup, cofondateur de Magnetis et responsable commercial. Bonjour Anaïs, je suis Web Marketing Manager, je m'occupe de la présence digitale de Magnetis et de la communication. Alors, Anaïs, Erwan, on se connaît déjà depuis un petit moment, nos deux sociétés, puisqu'en fait, on vous a découvert il y a quelques temps au Rent, si je dis pas de bêtises, à Paris. Et C'était on a ça. eu, voilà, et on a eu envie de tester l'expérience avec quelques-unes de nos agences, et après, on a développé. Donc, si aujourd'hui on vous présente le call tracking avec Magnetis, c'est tout simplement parce qu'on a expérimenté la solution et qu'on en est nous-mêmes clients. Donc aujourd'hui, ça nous semblait intéressant de vous en parler avec vraiment des experts. Alors, depuis tout à l'heure, je répète le mot call tracking. C'est pas forcément clair dans la tête de tout le monde ce qu'est le call tracking. Donc, ce serait peut-être bien. Je vous laisse, Erwan, Anaïs, peut-être déjà expliquer brièvement ce que c'est le call tracking. Oui, bien sûr. Alors, là où on te rejoint sur ce que tu dis, la notion de call tracking, on est sur un anglicisme. Donc déjà, à la base, ça aide pas nécessairement et on a une proximité avec des termes comme call center. Donc c'est pas toujours évident d'y voir clair. Et clairement, l'univers téléphonique est pas celui qui est le plus appétant forcément à la base. Mais pour être clair sur le sujet, le call tracking, c'est les appels téléphoniques perçus sous l'angle de la data. Donc en fait, on parle souvent du call tracking comme étant un analytics des appels téléphoniques à usage des entreprises. On ne travaille qu'avec des entreprises et la consultation des données se fait via une interface où on va recenser et monitorer la performance des appels entrants. Donc ça, c'est une définition courte. On verra tout à l'heure derrière que, notamment dans votre société, chez Magnetis, vous allez plus loin que, entre guillemets, la data et vous proposez tout un tas de services qui permettent Bien sûr. vraiment de maximiser tout ce qu'on peut avoir et tout ce qu'on peut faire avec le canal téléphonique. Oui, bien sûr. Ouais. Enfin, pour rebondir sur là-dessus, c'est la définition qu'on en donne, c'est simplement la genèse du call tracking pour percevoir le positionnement et en quoi ça peut être utile. Après, effectivement, c'est plutôt les fonctionnalités opérationnelles qui vont illustrer en quoi ça peut servir au quotidien chez un professionnel de l'immobilier. Alors, justement, on a depuis 2019 des vents changeants tous les trimestres, tous les mois, voire toutes les semaines. On est dans un marché de l'immobilier, la construction de maisons en particulier, qui est hyper fluctuant. Premier confinement, derrière les effets positifs du Covid, derrière on a eu d'autres effets, les hausses de prix, les normes qui sont arrivées derrière, qui ont augmenté les tarifs, la guerre en Ukraine, l'inflation. On est sur un marché qui est en tension depuis un petit moment. Mais comme on en discutait quand on a préparé ce podcast ensemble, Erwan et Anaïs, la solution de call tracking, faut l'imaginer, faut la mettre en place, mais pas uniquement qu'à un moment où on pense qu'il y a des tensions. On est dans un secteur, la construction de maisons, où on dépense beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie dans le fait de générer des contacts. Et que ça soit en tension ou pas, il est normal de vouloir optimiser au maximum nos investissements, de ramener le plus de contacts intéressants qui vont derrière aboutir à des ventes. Donc la question du marché en tension, des difficultés conjoncturelles, en fait, pour moi, se pose pas avec du call tracking. Quoi qu'il en soit, une entreprise a besoin en permanence de s'assurer d'avoir des contacts pour faire du chiffre d'affaires qualifié. Alors là-dessus, je sais que tous les deux, vous avez des données plus spécifiques sur les appels et sur l'état des appels manqués entre guillemets dans l'immobilier et la construction. Donc, je vous laisse vous donner un peu ces chiffres.
Oui, donc effectivement, comme tu le disais, David, le marché, on peut le percevoir en tension depuis quelques années maintenant. Là, pour exemple, sur l'année dernière, pour le secteur immobilier, donc en 2022, on a recensé 16% d'appels manqués. Donc, on a noté également, depuis le Covid, après, il y a eu énormément de changements via d'autres thématiques, mais du comportement consommateur. Qui passe par téléphone. Donc nous, voilà, comme on mesure le prisme des appels téléphoniques, on a pu noter que les prospects, en fait, quand ils passent par téléphone, ils cherchent vraiment une réponse immédiate. Il y a aussi tout simplement la facilité d'appeler depuis un mobile en cliquant sur une recherche Google, une annonce, et effectivement, les conséquences d'appels non traités, elles sont multiples. On a des conséquences qui sont, bien entendu, dans un premier temps, on va penser aux conséquences financières, mais il y a aussi l'image, le service client qui peuvent en découler ensuite. Et comme tu le disais, il ne faut pas attendre d'être dans une situation de crise pour mesurer ces performances-là et pour pouvoir améliorer le parcours client. À partir du moment où les entreprises vont être à l'aveugle sur la provenance de leurs appels entrants, ils vont être également à l'aveugle sur le ROI marketing précis de leur campagne. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir mesurer toutes les retombées digitales du site internet, des réseaux sociaux, mais pour ce qui est des appels, en fait, on n'a pas forcément plus ce recul-là. Donc le call tracking, c'est ce que ça permet de faire, d'avoir ce ROI précis. Alors moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire avec deux choses. La première, tu as parlé de 16% d'appels manqués. C'est une moyenne, hein. Nous, Oui. on le voit dans notre groupe. On a des agences, des zones où ça peut monter à plus de 30%. D'autres Bien où sûr. ça peut être plutôt vers les 5%. Ça dépend vraiment quand est-ce que les appels notamment sont faits. On voit très bien, nous, généralement, alors je sais pas, c'est un constat que vous faites chez Magnetis, plus les zones en général sont grandes, il y a beaucoup de population, plus généralement on a des gens qui appellent en dehors des heures d'ouverture de l'agence. Parce Oui, qu'on a oui, oui. souvent des cadres, des managers qui ne peuvent pas appeler pendant les heures de travail, en tout cas qui ne le font pas. Donc c'est vrai que sur ces zones-là, on a tendance à monter facilement 30-35% d'appels entre guillemets perdus, ratés, parce que c'est en dehors des heures d'ouverture. Et ça, c'est également une donnée qu'on mesure la partie comportementale sur une journée, sur des slots horaires définis. Et ça permet vraiment de voir où le bas blesse, en fait, et se dire, OK, les pics d'appel vont arriver à tel moment de la journée. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Est-ce que c'est en dehors des heures d'ouverture ou non? Et vraiment, on a tout ce détail sur les données du call tracking. Ah, moi, il me semblait, il y a un deuxième point sur lequel je voulais vous faire parler tous les deux, parce que tu as évoqué à un moment donné le fait d'identifier la source d'un contact et du coup de savoir si c'est un bon canal qui ramène des contacts en quantité, en qualité, est-ce que ça aboutit en rendez-vous, en vente. Euh, mais en fait, comment ça se passe? Comment vous savez, enfin, comment vous pouvez nous permettre, à nous entreprises, à nous constructeurs, de savoir que l'appel il vient de Sologer, du Bon Coin, de Bien Ici? Comment Oui. techniquement ça se passe? Je rebondis là-dessus parce que du coup, effectivement, ça fait écho à ce qu'on a évoqué sur le contexte là, mais sur la définition juste avant. Le principe du call tracking, pour faire très simple, ça va être de répondre sous l'angle de la data à la question qu'on connaît tous et que les professionnels de l'IMO connaissent et qui peuvent poser à un de leurs clients, c'est par où vous nous avez appelé. Est-ce que vous êtes passé par un portail d'annonce? Est-ce que vous êtes passé par notre site internet? Est-ce que vous êtes passé par une affiche dans la rue, par un email que vous avez reçu? Et obtenir la réponse à cette question-là, à moins de la poser déjà de façon systématique, ça ne veut pas dire qu'on a forcément la bonne réponse. Et aujourd'hui, si un internaute ou même un prospect qui appelle doit se prononcer, s'il répond "je vous ai appelé par Internet", pour un responsable marketing, c'est pas suffisamment précis en termes de données. Et effectivement, tu as raison David, le but du call tracking, ça va être de remonter sur des logiques d'attribution. Donc se dire combien j'ai reçu d'appels provenant de Sologer, combien j'ai reçu d'appels provenant du Bon Coin, combien j'ai reçu d'appels provenant de mon site internet. Et dans ce cas-là, pour la mise en place, c'est là tout l'enjeu, tout le fonctionnement du call tracking, c'est qu'en fait c'est une surcouche au-dessus de la téléphonie d'un professionnel, enfin de l'entreprise, où on va dédier des numéros spécifiques à chacun des supports de communication à mesurer. Donc, certes, la personne va appeler un numéro comme il a toujours vu, ça va être un 02 s'il est dans l'Ouest, un 04 s'il C'est super est sur important, hein. Lyon. Je trouve que c'est hyper important ce que tu dis Exactement, ouais. parce que le call tracking, des fois, et souvent dans la tête des gens, c'est un numéro, un 01, un 07, enfin un numéro tout bizarre.
Non, chez vous, vous Oui. êtes capable de donner un numéro de téléphone qui ressemble justement au numéro local. Ouais, le but est qu'il n'y ait pas du tout de frein, en fait, ou t'as raison, qu'on soit sur des numéros spéciaux en 0800, où il peut y avoir la question de la personne qui va appeler en se disant est-ce que je vais payer, Non, c'est du comportement on ne peut plus classique, c'est des numéros géographiques comme tout le monde en a toujours connu, et où pour le coup, on a toujours autant, voire même plus d'appels qu'avant. Donc pas de frein par rapport à ça. Par contre, effectivement, c'est un numéro qui est en surcouche. Quand on dit ça, c'est que c'est pas le numéro historique de l'entreprise qui va être appelé, ça va être un autre numéro mais local, et qui va renvoyer directement vers l'entreprise. C'est-à-dire que nous, en ayant cette surcouche-là, on a le flux de data qui va parvenir dans la plateforme où les statistiques peuvent être consultées. Mais par contre, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de temps de latence, il n'y a pas de temps d'attente. L'appel est renvoyé et traité directement par toutes les équipes commerciales, d'accueil, clients, de support qui d'habitude gèrent et accueillent les appels. Moi, je trouve en plus intéressant là-dessus, c'est que vous avez mis beaucoup de flexibilité dans la plateforme. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, quand on crée des numéros comme ça pour traquer chaque canal, on peut renvoyer toujours un seul et unique numéro si on a envie, hein, qui était le standard classique. Oui, Ou alors on peut faire des choix à un moment donné, si on le souhaite, tel canal va aller sur tel numéro, sur tel commercial ou sur tel employé, et un autre il va ailleurs. Et ça, on le gère avec la plateforme en ligne ouais. et on a une totale liberté pour le faire. Ouais, exactement. Là-dessus, le but, ça a été de donner de la fluidité, là où d'habitude, historiquement, ce que je disais au tout début, la téléphonie, c'est souvent perçu comme un nuage qu'on veut pas toucher. Une fois que c'est en place, on se dit, ouais, faut plus jamais y toucher. Là, le but, c'est à la fois de la rendre un peu plus fluide, mais surtout de venir y récupérer les deux volets que tu as évoqués. La partie analytique pour comprendre où sont mes investissements les plus performants, pour générer des contacts, et de l'autre côté, la partie opérationnelle pour récupérer des opportunités que je récupère. Alors justement, tu me fais ma transition avec le sujet d'après. Euh, Mhm. pour moi, l'intérêt du call tracking, il y a deux grands domaines. Il y a le côté analyse, donc là-dessus je vais vous laisser expliquer un peu plus ce qu'on peut faire. Analyser ce qui se passe, comment ça marche pas, quel canal fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, les temps passés au téléphone, tout ça. Ça, c'est de l'analyse. C'est de l'analyse pure et dure. On regarde ce qui se passe et on essaye d'améliorer les choses. Et le deuxième, dont on va parler juste après, qui est pour moi peut-être aussi intéressant, mais qui est pas forcément clair dans la tête des constructeurs ou de vos clients, c'est ce côté bouée de sauvetage des contacts. Donc, on va peut-être déjà parler de l'aspect analyse. Est-ce qu'on peut faire justement avec des outils de call tracking comme Agnetis? Ouais. Sur ce volet-là, je vais rejoindre ce que Anaïs, tu l'as souligné tout à l'heure, mais David, tu l'évoquais quand tu parlais enfin, du marché en tension et même des périodes qu'il peut y avoir avec parfois le marché en tension juste après, 6 mois après, le marché puis qui devient plus porteur. Ça fait que globalement, la solution, c'est ce qu'on dit souvent chez nous, que la performance, si on peut pas la mesurer, on peut pas l'améliorer. Donc, quelle que soit la période sur laquelle on l'utilise, il y a une finalité d'usage à ça. Et le volet analyse, il est particulièrement utile en ce sens que demander au contact par où ils sont passés, c'est quasiment mission impossible pour avoir une donnée fiable là-dessus, en tout cas sur les appels téléphoniques. Aujourd'hui, historiquement, hein, le web est venu assez vite depuis 25-30 ans sur la mesure de performance d'un contact qui me joint par formulaire sur le site internet. Là, j'ai pas de point de rupture dans mon parcours client. C'est un internaute qui vient sur le site, il visite le site, il convertit sur le site. Mais là où on a un point de rupture en termes de comportement, c'est un internaute qui viendrait sur le site et qui prend son mobile pour appeler. Comme j'ai un changement d'outil, là, effectivement, ça devient très, très compliqué de pouvoir rattacher un contact à son origine. Et ça va être le but, en fait, de ce volet analytique, c'est sans avoir à le demander, finalement, aux gens qui vont appeler, sachant qu'en plus, la personne qui veut disposer de ces données-là d'analyse, c'est pas forcément la personne qui va elle-même répondre au téléphone. Ça devient un enjeu particulièrement crucial, notamment sur que ce soit des petites structures ou même des structures en réseau, ce qui est votre cas aussi. Par exemple, quand tu parlais des différentes agences sur lesquelles vous l'utilisez, une agence peut elle-même consulter ses statistiques, mais pour la tête de réseau au niveau groupe, ça devient tout de suite un enjeu de pouvoir accéder à ces mêmes stats pour analyser en temps réel sans avoir à solliciter les équipes ce qui s'est passé en termes de performance. Donc c'est vraiment le but de la solution, c'est collecter de l'information sans avoir à la demander.
Alors moi D'accord? j'ai complété quand même ce que tu dis. Nous c'est ce qu'on vit dans l'entreprise. On a beau avoir des CRM ou pas, autant on arrive à automatiser des remontées de data sur des formulaires. Je veux dire, Ouais, on lit à un moment donné un site internet, d'annonces, notre site, des logiciels comme Ubiflow ou autres. On arrive à interconnecter ouais, tout ça et à faire des remontées automatiques pour savoir exactement ce qu'on a pu obtenir en formulaire. Autant sur les appels, on a une personne, une assistante, un assistant qui va répondre à l'appel et qui va remplir ou pas le CRM quand il y a un appel. ouais. Et souvent, c'est là où on a du mal à faire des analyses parce que vu que les données ne sont pas toujours toutes rentrées et de manière complète, sur le canal téléphonique, vu que c'est pas automatique, c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'avec votre outil, je me connecte sur la plateforme ou alors je programme un rapport qui m'arrive automatiquement le lundi ou une fois par C'est mois, et ça. c'est quand même automatisé. Je vois nous, généralement, un constructeur de maison, il a habituellement une réunion commerciale chaque semaine avec toutes ses équipes et dans Mhm. lequel ils vont aborder ce qui s'est passé, ce qu'ils programment de faire. Moi, je trouve très intéressant justement, on sort votre rapport et on voit tout de suite sur la semaine d'avant, est-ce qu'on a eu autant d'appels que les fois précédentes, est-ce que c'est bon ou pas, est-ce qu'on est dans la tendance? Et ça, c'est super intéressant. Alors, Oui. on est entièrement d'accord. Et pour rebondir là-dessus, on a eu des retours d'utilisateurs. Enfin, ça fait près de 10 ans qu'on existe. Nous, donc pour le coup, on a eu quand même beaucoup de cas d'usage sur un peu plus de 10 000 entreprises. Et on a des clients qui nous ont dit, maintenant, les réunions, au lieu d'avoir 45 minutes de débat sur est-ce que les chiffres ils sont à la hausse, à la baisse, est-ce que par rapport au même mois l'année dernière, on a plus ou moins d'appels, il y avait des débats pendant 45 minutes et après, on prenait des décisions pendant un quart d'heure sur des chiffres sur lesquels on n'était pas sûr, qui étaient un peu au doigt mouillé. Là, le principe maintenant, c'est qu'on va regarder les chiffres pendant 10 minutes et après, on va discuter en fait de la meilleure stratégie à adopter pendant 50 minutes. Donc ça change en fait la perception de ce genre de choses en termes de prise de décision. Et effectivement, l'autre élément où je te rejoins là-dessus, c'est que le but de l'interface, on est très conscient aussi de notre positionnement. On travaille sur le volet des appels, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres secteurs. On n'est pas un outil central ou un outil métier. Donc, on milite pas particulièrement pour que nos utilisateurs se connectent tous les jours à l'outil. Non, on va plutôt avoir des alertes ou des rapports qui vont être activés et qui, effectivement, comme tu le soulignais, une fois par semaine, le lundi matin à 8 heures, si j'ai mes 3-4 indicateurs qui me parviennent et qui me permettent de dire ah bah tiens, je suis en train de faire plus 15% par rapport à la semaine d'avant ou plus 40, du coup, j'ai des chiffres et pas juste un ressenti. Et c'est un peu le but, c'est pas le but de la solution et pas quand on parle de call tracking, c'est pas de fliquer, de vouloir absolument suivre chaque contact un par un. C'est plutôt de se dire, je vais avoir une donnée fiable sur laquelle je peux appuyer des prises de décision ou éviter de me baser sur des ressentis en fait. Oui, mais ça, c'est un point important parce qu'il peut y avoir des points de blocage des fois dans des entreprises où la personne qui répond au téléphone peut penser que le code tracking, ça va être de dire est-ce que tu fais bien ton boulot. C'est pas le but prioritaire. Enfin, c'est pas le but du tout. Le but aujourd'hui, c'est de Non, savoir non, si non. on est dans les clous et de ramener justement, ça me fait la transition avec le point d'après, sauver les contacts. Je veux dire, on a fait des annonces, on a dépensé de l'argent en publicité, ça coûte très cher. Il faut qu'à un moment donné, tous les contacts qu'on a, aussi bien les mails que les appels, il faut qu'on les sauve. Ça doit rapporter de l'argent. On revient toujours sur le même sujet du retour sur investissement. Après, il y a aussi cette partie du point de vue des équipes opérationnelles. Il faut le voir aussi comme un investissement aussi pour gagner du temps, se libérer des tâches qui peuvent parfois être répétitives, d'où les rapports statistiques qui sont automatiques, d'où les alertes mail qui sont automatiques également. L'idée, c'est de ne plus du tout se baser sur le déclaratif des équipes opérationnelles et de leur libérer aussi du temps, les accompagner sur ces tâches-là. Alors, justement, deuxième partie, à mon avis, deuxième grand domaine d'intérêt de l'outil, je parlais de sauvetage de contact, de bouée de sauvetage. Concrètement, comment une solution de call tracking comme la vôtre, ça peut permettre à un constructeur de maison de sauver des gens qui ont appelé, mais qu'on n'a pas eu au téléphone. Alors, soit parce qu'on était déjà en ligne, soit parce qu'on était fermé. Comment concrètement ça se passe? Alors, en accompagnant automatiquement la personne qui a tenté d'appeler. Donc, en fait, lorsqu'on a un appel manqué, de toute façon, le constat est simple. La personne n'a pas réussi à avoir quelqu'un au téléphone, n'a pas réussi à avoir l'information qu'il cherchait. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que dès l'appel manqué, on va envoyer un mail
automatiquement à la personne qui traite les demandes entrantes, donc côté opérationnel, déjà pour prévenir qu'un appel a été manqué et pour donner toutes les informations sur cet appel, d'où provient-il, le numéro de téléphone, vraiment tout est récapitulé dessus pour qu'elle puisse recontacter la personne plus tard. S'il s'agit encore d'un autre principe où la personne, par exemple, est vraiment indisponible sur une longue durée, on peut également envoyer des SMS sur appel manqué à l'appelant, donc au prospect qui a tenté d'émettre l'appel. Là, le principe, c'est plutôt d'accompagner la personne et de tout simplement de présenter une possibilité de réserver un créneau de réservation d'appel téléphonique. Là, au lieu d'avoir vraiment un prospect qui se retrouve un peu, on va dire, lâché dans la nature, à se dire bon, bah, je vais voir chez les concurrents ce que ça peut donner, parce que là, définitivement, ça ne répond pas. On va avoir un prospect qui est accompagné vers une démarche de prise de rendez-vous, et c'est comme ça qu'on va récupérer l'opportunité commerciale. Alors, le cas concret le plus pratique, le plus répandu dans ce domaine, je pense que c'est les vacances, hein, les fermetures pour les vacances en juillet-août, ou alors la fermeture généralement entre Noël et le jour de l'an, où on a un prospect qui, lui, justement, il a du temps, il a envie de se renseigner, mais nous, pour le coup, on est fermé. Donc là, l'envoi de SMS, c'est pratique parce qu'on peut le personnaliser et on peut indiquer à la personne, on a bien eu votre appel, on est navré, on est fermé pour les vacances de Noël, on rouvrira à telle date. Donc, ce qui est bien, c'est que la personne, du coup, sait qu'elle peut nous rappeler à partir de telle date, mais on peut aussi lui indiquer, entre-temps, n'hésitez pas à aller visiter notre site ou à remplir un formulaire dessus. Voilà. Exactement. Donc, là-dessus, je rebondis juste, David, tu as raison, il y a le côté, en fait, ce qui se produit assez souvent, et encore plus avec, même s'il y a eu du télétravail qui s'est mis en place avec ce qu'on a connu par le Covid, mais il y a un côté asynchrone entre le moment de disponibilité d'un prospect et les horaires d'ouverture d'un professionnel, où le prospect va lui être dispo sur les temps de pause le midi, mais c'est les temps de pause aussi d'une agence comme la vôtre ou d'autres acteurs dans l'immobilier. Et du coup, ça peut être, par exemple, t'évoquer les congés ou les périodes de fermeture, mais ça peut être le soir, à 5 minutes. Il suffit que vous fermiez à 18 heures et lui, par contre, le prospect qui est peut-être encore au bureau et qui à 18h20 fait sa demande, ou essaie d'appeler en se disant ça y est, je suis en fin de journée, moi j'ai le temps de regarder ça. Finalement, il y a ce côté asynchrone. Et le but est de ne pas perdre ces contacts-là. On parle, nous, de notre côté, quand tu parlais de sauvetage de contacts, de bruit de sauvetage, on parle de la triple sanction. La triple sanction, c'est ce que tu as indiqué, c'est le coût marketing, le budget marketing qui a été dépensé, donc des opportunités qui sont pas traitées. C'est du chiffre d'affaires manqué. Et la dernière sanction, c'est que potentiellement, si je suis en train de comparer plusieurs acteurs, je vais aller vite, j'irai plus facilement sur la personne ou l'acteur qui me répond. Donc c'est vrai que l'enjeu de ça, c'est de fluidifier le parcours et même si quelqu'un ne parvient pas à répondre, et bien sûr, il y en aura toujours, tu parlais de la moyenne, mais les appels manqués, aujourd'hui, comme je l'évoquais, même Anaïs l'a indiqué tout à l'heure, on n'est pas à zéro, c'est impossible, ça reste utopique d'être à 0% d'appels manqués. Maintenant, le but, c'est de fluidifier, de dire à quelqu'un, vous avez essayé de nous joindre. Si tu as 0 appel manqué, pour moi, c'est plutôt inquiétant. Parce que tu as forcément des horaires d'ouverture et des horaires de fermeture, forcément des moments où tu es déjà en ligne. Donc ça veut dire que si vraiment tu as 0 appel manqué, a priori, c'est que tu n'as pas d'appel. Donc il y a peu de contacts, c'est ça. C'est ça. Donc rater des appels. C'est toujours bon dans ce sens-là non plus. Rater des appels et avoir besoin de vous, pour moi, c'est plutôt bon signe dans un sens. Ça non, mais c'est ça. Et puis, il y a une question. Vas-y, je t'en prie. Moi, je rajouterais une sanction, c'est la sanction image, parce que là, on le voit bien pour des entreprises, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur taille, il n'y a quasiment aucune société qui a ses horaires d'ouverture à jour. Ce que j'entends par là, c'est entre le Facebook, le Google My Business, le site internet de l'entreprise. Il n'y a quasiment jamais les mêmes horaires. Et le prospect, c'est marqué, l'établissement est ouvert jusqu'à 18h30 sur Facebook. On appelle, putain, mais je comprends pas, c'est fermé. Ah ouais, mais en fait, on a oublié de mettre à jour parce qu'en fait, les vrais horaires ont fini à 17h30. Et ça s'énerve. Et puis même, il y a cet effet waouh sur l'accompagnement de la personne qui essaye de contacter. Dès lors qu'elle reçoit un SMS, elle se dit ah oui, c'est genre professionnalisme, tout est là. Il y a vraiment cette notion d'accompagnement qu'on peut ne pas retrouver ailleurs. Moi, il y a quelque chose que je dis toujours à nos adhérents constructeurs de maisons et à nos chargés de communication. Si on ne montre pas de la réactivité avant de signer un contrat, avant de commencer à travailler sur la maison, comment le client, le prospect peut imaginer qu'on va être réactif et à son écoute
après. Bien sûr. Ouais. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. On en a parlé dernièrement avec un des, un des très bons formateurs commerciaux, en France, un conférencier, même Nicolas Caron, qui avait édité un bouquin, une trilogie d'ailleurs, et notamment le dernier, le dernier qu'on avait parcouru, Lève toi et prospect, où il disait la réactivité, c'est le SMIC du comportement. Et c'est ce que tu décris, c'est que si ça passe pas par là déjà, alors que en fait la personne est intentionniste quand même, c'est elle qu'elle soit prospect ou client d'ailleurs, peu importe le degré d'avancement dans le parcours client, mais prospect ou client, si c'est elle qui fait l'effort de contacter l'entreprise, la base qu'elle attend, c'est qu'elle puisse avoir une réponse. Donc si à minima, effectivement, l'agence est fermée ou le point de vente est fermé, bah oui, c'est que je puisse avoir une fluidité et rebondir quand même. Et oui, il y a un petit effet waouh en termes de parcours avec le SMS ou même la landing page de qualification juste derrière pour indiquer mon besoin en fait. Alors, cette citation, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, enfin LinkedIn. J'avais vu passer cette citation grâce à vous. Je l'adore. Pour moi, on devrait limite la mettre sur un post-it et l'accrocher sur l'écran ou le téléphone de la personne qui répond aux appels. Donc, je te laisse la redonner parce que tu l'as donnée brièvement si les gens veulent la retenir, mais je l'adore. Ouais, non, c'était simplement que oui, la réactivité, c'est le SMIC du comportement. Et pour le coup, on adhère nous aussi à ce genre de fonctionnement, y compris chez nous. C'est juste prendre en compte que c'est presque du pain béni, quelqu'un qui fait l'effort, qui montre un intérêt pour rejoindre l'entreprise. Donc le traiter le plus vite possible, c'est gage de bonnes poursuites et de bonnes relations. Alors, on a vu beaucoup de choses, on a vu les intérêts qu'il y a à analyser, suivre effectivement les appels entrants. Maintenant, se pose naturellement quelques questions sur comment ça se met en place. Alors, je vais parler de notre expérience, que nous, on l'a vécu. On le vit bien. On le vit bien, ça se passe bien. Non, franchement, comment ça se passe? Nous, on vous a contacté. On a signé un bon de commande, hein, ce qui est normal. Et après, à la mise en place, en fait, tout simplement, on vous a indiqué pour chaque agence les canaux qu'on veut suivre. Donc, on a une liberté totale, hein. Chaque agence peut mettre des canaux différents. C'est-à-dire, je peux faire Se Loger, Le Bon Coin, je peux faire les réseaux sociaux, je peux faire mon site internet. Enfin, chaque agence, chaque entreprise est libre de choisir les canaux qu'elle veut. Derrière ça, c'est vous qui allez créer le numéro de téléphone qui va correspondre à chaque canal. Vous allez faire, vous, le travail pour que ça soit un numéro de téléphone qui soit local, vraiment. On vous donne un cabis, c'est vous qui faites tout le boulot. Et à la fin, on a accès à une interface dans laquelle on va dire vers quel numéro de téléphone on veut effectivement renvoyer. Donc, je vois pas comment on peut faire plus rapide. On a juste à vous faire une liste et c'est vous qui faites le job. Et au mieux, c'est la mise en place des rapports qui va prendre montre en main 1 à 2 minutes pour planifier automatiquement tous les rapports. Donc, c'est ultra facile, ultra simple. Ça demande aucun effort de maintenance au quotidien pour revenir faire des réglages et tout. C'est tout fait, ça fonctionne, c'est simple, c'est pas compliqué. Voilà. Je peux pas dire mieux. Ah, c'est ça, dans la continuité, là où aujourd'hui on peut se dire tiens c'est une tech, ça va être compliqué comme outil, c'est de la téléphonie, je veux pas toucher à ça chez moi, y compris d'ailleurs que ce soit les services informatiques ou autres, vont plutôt en interne se dire non, vous touchez surtout pas à ça quand c'est le marketing qui demande parce qu'ils sont intéressés par les données. Mais non, en fait c'est complètement indolore au déploiement. On ne touche pas du tout. D'ailleurs, heureusement, sinon on n'aurait pas autant d'utilisateurs, on pourrait pas les gérer comme ça s'il fallait qu'on se déplace pour changer la téléphonie. Donc c'est vraiment cette surcouche-là, c'est cette mise à dispo immédiate. J'irais même un petit peu plus loin par rapport à ce que tu as dit, David, c'est qu'effectivement, au démarrage, on peut faire des déploiements de façon massive pour nos clients, pour nos utilisateurs. Mais après, même sur la plateforme, en fait, on a des utilisateurs qui se disent tout d'un coup, tiens, j'ai une opération print ou en presse quotidienne régionale, par exemple, ou une campagne SMS que je veux tester sur le mois qui vient. À partir de l'interface, l'utilisateur peut lui-même récupérer ou s'attribuer un nouveau numéro pour ce nouveau support de communication et le configurer vers le point de décrocher qui convient, la personne qui convient dans l'entreprise. Donc c'est voilà, notre enjeu, il a été de fluidifier ça pour l'usage simplifié de la solution. Moi, je rajouterais quand même une couche, c'est le côté réseau ou gestion de plusieurs agences. Dans la partie immobilier, construction de maison, on travaille avec beaucoup de sites de plateformes d'annonces. Et malheureusement, il y en a très peu aujourd'hui qui ont ce qu'on va appeler un hyperfaiseur, une vision super admin.
qui permet Oui. à un gestionnaire de voir les performances de ces différents points de vente. Je ne vais pas les citer, mais c'est vrai que dans les très gros sites qui existent dans l'immobilier, il n'y en a pas beaucoup. Et pour le coup, ça, c'est quelque chose que vous avez mis en place dès le départ. Effectivement, moi qui m'occupe d'un réseau, j'ai la capacité très facilement de voir les performances d'une agence ou d'une autre. Il y a bien un compte. J'ai pas besoin, comme un certain site internet, d'annonces très connues avec un logo orange, d'avoir les mots de passe et les codes de toutes mes agences et de devoir me connecter, déconnecter à chaque fois quand je veux voir les performances d'une agence ou d'une autre. Voilà, petite utilité. Et on arrive naturellement à une question. Ça coûte combien tout ça? Parce que ça a l'air Dis-nous. vachement bien. Mais, Ah, mais, on la voyait pas euh, venir. mais généralement, une Ferrari, ça coûte pas le prix d'une Dacia ou d'une Twingo. Alors, j'ai rien contre les Dacia et Twingo, mais à un moment donné, c'est difficile d'avoir une Ferrari pour le prix d'une Twingo. Donc, combien ça coûte? Ouais, ouais. Alors, bah, pour le coup, enfin, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est que par rapport à ce qu'on a évoqué sur la valeur ajoutée, ce que ça peut apporter à un professionnel dans l'immobilier, comme on parle de tech, il y a souvent alors peut-être moins maintenant avec les logiciels, enfin les SaaS, mais en l'occurrence, historiquement, il y avait plutôt une logique à se dire c'est de la tech, ça va me coûter très cher. Et dans la téléphonie, on sait que ça peut vite dériver aussi, donc on est à la poursuite de la moindre petite ligne en disant si ça se trouve le système là, même pour si je suis une agence indépendante, ça va me coûter 1000 euros par mois et c'est hors de portée. Non, en fait, le but de ça, quand je disais qu'on a essayé nous de fluidifier et de rendre accessible la téléphonie sous l'angle de la data pour beaucoup d'acteurs et de décideurs, le but ça a été aussi d'un point de vue tarifaire de le rendre très accessible. Et pour donner un ordre de grandeur, pourquoi on fonctionne comme ça, c'est que même une agence immobilière indépendante, un petit promoteur peut venir lui-même l'utiliser avec 2, 3, 4 numéros traqués, ça suffit. Ça dépend, c'est ce que tu as indiqué, de son besoin et ce qu'il souhaite analyser. Et pour donner un ordre de grandeur, quand on est dans l'immobilier, on a ce qu'on appelle des architectures types par rapport à un secteur. On va reprendre ce que tu as donné, si je veux mesurer mes contacts qui viennent du Bon Coin, de Se Loger, de Bien Ici, ça peut être de, je sais pas, Imo9 aussi, ça peut être de mon site internet, et puis de Google My Business. On t'a parlé des horaires tout à l'heure, c'est aussi un autre point de contact. On va raisonner sur des points de contact. Bah, grosso modo, pour donner un ordre de grandeur, si j'ai 6 points de contact, ça me coûte 39 euros par mois. C'est un exemple. Si j'ai un point de contact supplémentaire, c'est 5 euros en plus. Et inversement, si à un moment j'ai une opération ponctuelle, je peux rajouter un numéro, je rajoute 5 euros. Si inversement ma campagne est terminée, bah, mon forfait se remet à jour à la baisse. Et il n'y a pas d'engagement, c'est du forfait mensuel parce que le but c'est que ça puisse se marier soit à des portails ou des points de contact qui vont générer du flux permanent. Les portails peuvent l'être, le site internet peut l'être, mais comme on l'a évoqué sur des campagnes, ça peut être du ponctuel aussi. Donc on fonctionne sans engagement. Donc voilà pour l'ordre de grandeur en tout cas. Tu parles de campagnes de communication temporaires ou déterminées dans le temps. Typiquement, promoteur immobilier, je travaillais pour un promoteur. On lance un programme, on a une certaine durée de commercialisation. On va peut-être lancer ça pour le programme. Et puis quand le programme, on a fait ce qu'il fallait, on coupe et on passe sur un autre. Donc ça c'est peut-être intéressant. Alors 39 euros, c'est bien, c'est pas bien. Moi je vais prendre, je vais dire ma casquette auvergnate, on va dire ça comme ça. 39 euros, est-ce que c'est cher, c'est pas cher? Moi, je dirais tout simplement, je vais parler de nous, du réseau Maison Arlogie, groupe Perspective. Pourquoi aujourd'hui j'aime votre solution et je pousse en tout cas pour qu'un maximum d'adhérents chez nous l'utilisent et qu'on les accompagne pour. La manière de vérifier si ça fonctionne et c'est un intérêt, il y a une manière très simple. J'ai eu le cas pratique avec une agence chez qui on avait fait le test au début. On leur a demandé de remplir un tableau Excel ou une feuille papier, quand c'était un Excel. Et on leur a dit, bah voilà, à chaque fois que, grâce à Magnetis, vous avez eu l'information d'un contact raté téléphonique, que vous l'avez eu, que vous avez eu la personne et que vous avez pu faire un rendez-vous de qualification, vous notez. Voilà, on a pu faire un rendez-vous de qualif. Déjà, on évalue ce qu'on appelle chez nous les PR1, les rendez-vous de préqualification. Combien on en a sauvé grâce à l'outil. Mais ça veut dire qu'on va au bout du système. Vu qu'on sait le numéro et qu'on sait qui est derrière, on sait aussi combien on a fait de R1, de R2, de R3. Mais on sait aussi derrière le nombre de ventes. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque nous, sur l'agence en question, je crois qu'on était facilement à entre 20 et 30 PR1 qui ont été sauvés sur un mois,
qui donnaient lieu chaque mois entre 5 et 10 R1. Voilà, la renta est là. On est, nous, dans un secteur où le contact entrant, c'est pas des dizaines d'euros, ça dépasse généralement allègrement les 100, 200 euros suivant le canal. Donc à un moment donné, si pour 39 euros, j'arrive à obtenir 5, 10, 15 PR1, je parle de PR1, je parle même pas de contact, hein, et que derrière, j'arrive à faire pareil, 5, 10 rendez-vous, ben, c'est largement rentabilisé puisque ces 39 euros, en fait, vont sauver les centaines, voire les milliers d'euros qu'on aura dépensés dans le mois pour justement obtenir des appels. Mais c'est notre approche de positionnement. Enfin, merci pour ton retour d'expérience là-dessus, parce que pour le coup, généralement, on indique à nos utilisateurs quel type de ROI ils vont pouvoir avoir à l'usage de l'outil, mais le fait de le quantifier, c'est plutôt nos utilisateurs qui peuvent le faire eux-mêmes pour avoir un retour de perception de la valeur ajoutée de l'outil. Et en l'occurrence, c'est un peu notre enjeu, c'est de dire on veut pas que ça soit de la data pour de la data, faut que ça puisse permettre de récupérer de la performance à plusieurs endroits, hein, ce qu'on a évoqué sur le marketing, sur le volet commercial, sur les opportunités manquées, et dans le même temps pouvoir se dire aussi j'ai une performance que je peux suivre sans avoir à déployer d'efforts supplémentaires. Et du coup, en termes de temps, y compris dans l'adoption, parce que c'est souvent des questions, l'adoption d'un outil, c'est est-ce que ça va créer des frictions, est-ce que les utilisateurs vont en être satisfaits, et le but, c'est que ça change pas du tout les habitudes de travail, mais que ça vienne compléter les trous dans la raquette qu'il pourrait y avoir, qui sont des trous, parce que tu as évoqué, on ne peut plus classique. On est fermé, on est déjà en communication ou en accueil d'un client, logiquement, je peux laisser filer des opportunités. Et le but, c'est de récupérer tout ça pour avoir cette récupération de performance. Nous, pour conclure un petit peu, c'est hyper intéressant pour un réseau comme nous, Maison Arlogie. Notre valeur ajoutée en tête de réseau, c'est d'accompagner nos adhérents, qu'ils soient nouveaux ou qu'ils soient là depuis des années dans le marché, en leur amenant perpétuellement des nouvelles solutions pertinentes, efficaces. Donc c'est vrai qu'on est très content de travailler avec vous déjà depuis un petit moment. Voilà, et c'est toutes ces solutions-là qui sont importantes. Nos métiers évoluent. Il faut se tenir informé. Après, on peut pas tout tester. C'est aussi l'intérêt à un moment donné de faire partie d'un groupe. C'est qu'on peut mutualiser les expériences, les tests. Et ça, c'est très important. Pour conclure, pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin et de voir un peu mieux à quoi ressemble l'outil, comment ça se passe, je sais que vous proposez quelque chose, Erwan, Anaïs. On a la possibilité de mettre en place un lien de démonstration. Donc ce lien de démonstration, il donne accès à notre plateforme et ça permet vraiment de pouvoir naviguer un peu dessus et se faire une idée de toutes les données qui seront disponibles. Sur tout le déploiement de la solution, on est toujours disponible pour répondre aux questions et pour mettre en place la solution le plus facilement possible. Alors, Anaïs, Erwan, il y avait un autre sujet, quelque chose que vous mettez à disposition de tout le monde. Oui, en l'occurrence, on édite, comme on l'évoquait, on a un panel d'utilisateurs relativement large maintenant et sur certains secteurs où on est très présent, je le soulignais sur l'immobilier, on édite en fait maintenant depuis plus de 3 ans, ça s'est déclenché au moment du Covid justement, un baromètre des appels par secteur. Et notamment, on en a un qu'on édite pour l'immobilier qui est mis à jour tous les premiers du mois. Il est accessible, il est ouvert. Le but, c'est qu'on agrège les données de l'ensemble des utilisateurs d'un secteur pour voir les tendances, les évolutions des volumes d'appels. Est-ce que le secteur vient de faire plus 15%, plus 5%, moins 30%? Donc, ça permet d'avoir une sonde en temps réel sur le marché. Ça reste sur notre périmètre d'expertise, sur les appels téléphoniques, mais c'est le premier point de contact dans un parcours client le plus réactif par rapport aux actualités aussi. Donc ça, on le partagera aussi aux personnes qui peuvent nous écouter sur ce podcast. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Erwan, merci Anaïs pour cet échange. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast des constructeurs de maisons individuelles. N'hésitez pas à commenter, partager et noter ce podcast. Tous vos retours nous sont précieux pour vous proposer un contenu toujours plus pertinent.